Que commencer cette session, je me souviens de comment ça s'intitule la session quand même. Donc la session qui s'intitule Fabrique de l'image médiatique et ses nouveaux médias, qui va donc rassembler des interventions de 2 photographes qui ont ceci en commun. Alors quelques petites règles, on n'est pas très en avance je crois, on a déjà un quart d'heure un petit peu, donc je vais devoir être un peu strict. Alors j'ai même préparé des petits papiers, je vous présente tout de suite. Le petit papier 5 minutes, le petit papier 1 minute, le petit papier c'est fini, et puis un papier blanc où je peux écrire des choses plus agressives s'il le faut. Je plaisante bien sûr. Alors, on va commencer par Laurent Monlahu. Bonjour. Voilà. Donc oui, le petit bouton vert pour allumer le micro. Donc Laurent Monlahu qui est photographe, donc comme je viens de le dire, et qui va nous parler de démarche de production en photojournalisme, essentiellement, je dirais, autour de l'idée des médias, on l'a évoqué tout à l'heure, donc quels sont les médias historiques pour le photojournalisme et peut-être les nouveaux médias, évidemment, vu la thématique de cette session. J'ai noté que dans vos travaux, vous avez pas mal de productions, d'éditions, et qu'il y a une petite thématique autour du nord-est brésilien. Alors, je ne sais pas si vous allez nous en parler. Voilà. Donc, écoutez, voilà, vous avez 20 minutes. Et donc... Oh là, 20 minutes, c'est long. Mais en tout cas, merci de m'accueillir ici. Je suis très honoré, très content. En préambule, je vais faire un petit lien avec la démonstration de Monsieur Huck sur les neurosciences, évidemment sur les neurones miroirs, parce que c'est juste à la base de l'acte photographique. Ce qui nous a expliqué là a résonné en moi très, très intimement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de portrait, par exemple, l'art du portrait, marche comme ça, quoi. C'est dans l'empathie ou dans l'antipathie, cette espèce de lien comme ça qui fait qu'on est dans le désir de l'autre. Il m'a éclairé là-dessus, donc je trouve ça bien de pouvoir quand même le dire en préambule du reste, qui va être beaucoup plus problématique, parce que si on doit parler des nouveaux médias actuels ou de la photographie, que ce soit documentaire, journalistique ou plasticienne aujourd'hui, c'est une catastrophe. C'est un champ de ruines. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un point de l'histoire où la photographie est devenue un langage universel que tout le monde maîtrise. C'est-à-dire que tout le monde maîtrise l'alphabet avec les datas. Tout le monde sait dire A, B, C, D, E. Voilà, c'est l'image numérique. Tout le monde maîtrise ça. Personne n'est pour autant poète ou écrivain. Et dans cette espèce de profusion d'images qui fait que tout le monde partage cette connaissance, partage cette jouissance de pouvoir appréhender l'image, de pouvoir la regarder, de pouvoir la fabriquer, on partage aussi la médiocrité de cette fabrication. Auparavant, pour faire des photos, c'était compliqué. On pouvait arriver à être médiocre, mais il fallait quand même savoir être médiocre. Maintenant, n'importe qui peut être médiocre, et les supports qui nous emploient ou qui sont censés nous faire travailler sont les pires qui soient. Ce sont des chacals, disons-le. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce d'explosion du terrain du métier de photographe qui fait que plus aucun support de presse n'est digne de ce nom, à part 10% d'une production. J'exagère un petit peu, mais je suis pas loin d'une réalité, quoi. Qui fait qu'il n'y a plus aucune production qui soit profonde, qui puisse avoir d'ailleurs le luxe d'être objectif, si on veut réfléchir là-dessus. C'est-à-dire le luxe de pouvoir prendre le temps que les faits parlent. On est dans l'urgence, on est dans la pressurisation financière, de temps, de moyens, etc. C'est-à-dire que le paradoxe est que de nos jours, c'est un préambule à vos questions, à nouveau, l'image est partout, l'image est un langage que l'on partage tous avec passion, ferveur, ça nous explique le monde, et pourtant les fabricants d'images, je reprends le mot que Virginie Soulier avait pris tout à l'heure, le mot fabricant d'images, c'est-à-dire les photographes, n'existent plus. Il est temps de remettre le photographe au centre de l'histoire. J'étais à Arles récemment, très beau festival. C'est plus les photographes qui sont au centre de l'histoire. Il y a vraiment une révolution humaniste à faire. On retourne à ça pour remettre l'artiste au cœur de l'histoire. C'est pas du tout une attaque contre les universitaires, contre les penseurs, contre les critiques. C'est que ça doit partir de là. Et de nos jours, c'est quelque chose qui n'existe plus.
Voilà, soyons clairs, c'est que 95% des professionnels, je parle pas de toute la cohorte de gens qui mettent des images dans des agences pour grappiller 3 € ou 0,30 centimes d'euros par image, ne vivent pas de ça. Ils n'ont pas de support officiel derrière pour les aider, que ça soit ou très rarement un boulot de prof ou des choses comme ça. Donc ils sont même pas smicards. Voilà, ça c'est la réalité du marché actuel et de la production d'images. Si on veut rester dans le joli côté happy ending de l'histoire, concentrons-nous sur les images qui sont produites, qui sont très bonnes. Il y a une très bonne qualité de nos jours, des très beaux sujets qui demandent énormément de courage de la part des photographes parce que ils n'ont pas d'argent et ils ne se sont pas aidés par aucune institution. L'institution de l'État français peut aider le cinéma avec la création du CNC, ça n'existe pas dans la photographie, donc ça pourrait permettre à toute une partie documentaire d'exister, de subsister tout au moins. Voilà. Bon, je ne vais pas vous emmerder plus longtemps avec ces histoires d'argent, c'est vulgaire. Maintenant, je peux vous parler des médias pour qui j'ai travaillé, si vous voulez. Moi, j'ai une expérience qui a commencé à Libération il y a très longtemps. Ça a été mon journal, ça a été ma maison, sur la confiance et sur le contre-emploi. C'est-à-dire, on nous envoyait faire un truc qui était complètement un rebrousse-poil de ce qu'on avait déjà fait, ou alors on proposait des trucs et c'était souvent accepté, mais il y avait une espèce de comment dirais-je, de bouillon de culture, comme ça, qui était très effervescent et qui permettait de produire des images. Et on s'appuyait toujours, et c'est là où moi je me considère comme artiste-auteur, d'abord c'est mon statut social, j'ai pas de carte de presse, je suis à l'AGSA, donc c'est artiste-auteur depuis le début, et j'ai bossé 30 ans en presse. Mais bon, être journaliste n'est pas forcément l'apanage de ceux qui ont une carte de presse. On peut l'être, mais on peut aussi avoir la distance par rapport à l'événement qui permet de construire, non pas avec méfiance, mais avec un regard toujours un pas de côté, l'événement qu'on va traiter. Et j'ai toujours revendiqué ça. Voilà. Donc Libération. Et surtout, un truc très important, c'est que moi, je ne fais pas de différence entre la commande et le travail personnel. Oui, j'en fais une, bien sûr, parce que le travail personnel demande plus de temps, plus d'abnégation, mais il n'est possible qu'à un moment donné aussi, où il y a aussi de la commande. C'est-à-dire qu'en fait, l'un provoque l'autre. C'est-à-dire que c'est très utile d'avoir quelqu'un qui vous tutorise et vous dit si tu travailles là-dessus. Et toi, tu dis bah, je sais pas, je le sens pas. Et puis tu te retrouves dans un endroit qui est waouh, et des gens, et d'un coup, ça donne des idées et on rebondit. Donc cette espèce de découverte incessante, d'amour, de la rencontre, c'est aussi la base de la photographie. C'est voilà, c'est ce cheminement. S'il y a un petit carton blanc à sortir, vous me le dites. Hein. Et donc voilà, moi j'ai travaillé beaucoup pour Géo, je travaillé beaucoup pour Géo aussi, beaucoup de voyages, beaucoup un peu partout, beaucoup en Afrique, au Brésil aussi. Mais à chaque fois, c'était comment dirais-je, je masquais un peu mon parcours, c'est-à-dire que je mettais toujours des choses très personnelles dans des choses documentaires. C'est-à-dire que quand je travaillais en Afrique sur les femmes mauritaniennes voilées, dans les années 90, pourquoi la Mauritanie ? C'est parce que je travaillais sur des couleurs très saturées, j'aimais beaucoup voyager en Afrique, et puis entre vous et moi, je venais d'une rupture d'amoureuse, une femme qui s'appelait Annie, et c'était un jeu de mots, c'était mort et Annie. Donc j'allais faire mon deuil en Mauritanie en photographiant des femmes voilées. Mais ça, on m'a donné un WordPress pour ça, mais j'étais mort de rire parce que ça avait à voir qu'avec mon propre cheminement. Pareil pour le voyage au Brésil, c'est une histoire d'amour avec une femme. Bref, j'ai toujours essayé de mélanger les pistes et de m'amuser en ayant à la fois des codes, bien sûr, très factuels qui permettent de traiter du sujet de façon documentaire, mais aussi en y mettant mon grain de sel, parce que j'avais la prétention de penser que si les faits sont réels, mon regard ne l'est pas. Mon regard est toujours... à partir du moment où je regarde quelque chose, comme n'importe qui, je distorsionne l'événement. Donc autant y aller gaiement, avec du style, avec du brio, des fois en étant un petit peu baroque, pourquoi pas, quoi. Donc j'ai toujours revendiqué ça, voilà, d'être maître de la façon de regarder les choses. Voilà, maintenant je travaille j'ai beaucoup travaillé sur la forêt. C'est un autre travail, c'est plus facile. Les gens, c'est fatigant. Ils sont épuisants. Donc je me suis purgé en allant dans les forêts primaires pour pouvoir me ressourcer. La personne vous emmerde, vous photographiez un arbre. Vous avez les neurones miroirs qui fonctionnent, mais avec un arbre, c'est pas pareil. C'est des fois plus fusionnel même, et puis surtout, il vous dit rien, quoi. Donc
Et puis maintenant, je travaille sur les insectes, comme prélude à un espèce de chaos à venir. J'ai commencé par des portraits, parce que maintenant je voyage beaucoup moins, je suis chez moi dans le Tarn là-bas. Et j'ai capturé des insectes et je fais vraiment un travail de portrait avec eux. Donc je reviens vers l'humain, quoi. Et la toute dernière série, c'est ces insectes qui se sont écrasés sur ma voiture. Donc ça s'appelle Archéologie du capot du Nissan Qashqai. C'est l'impact abstrait, très tachiste des insectes venant s'écraser sur mon capot. C'est très beau, c'est cosmique. Ça peut faire même pleurer d'émotion. Tellement c'est quand on se rend compte de voilà, simplement je prends ma bagnole, je conduis et après je photographie en close-up ces petites bêtes qui sont plus que des taches de jaune, de rouge, de vert, et dans une peinture métallisée c'est un petit côté Cronenberg, c'est un petit côté Ballard. Enfin voilà, on est dans un truc pop de la déchéance de notre civilisation. J'en suis là. Bon, je vais m'arrêter. Merci. Alors vous êtes très en avance, hein, on va pouvoir parler. Voilà, on peut parler, on peut échanger. On a même largement le temps de parler. Hein. Donc, réaction. Moi, j'ai déjà plein d'idées. Alors je vais commencer. Hein, ça permet d'enclencher un peu le mouvement, justement par la fin. Ouais. C'est classique, hein, le plus frais dans ma petite tête. Ce que vous venez d'évoquer sur ces nouveaux travaux autour de pare-brise. Enfin, alors moi, la première chose que ça m'a évoqué, et justement aussi par rapport à ce que vous évoquiez vous-même, il n'y a pas très longtemps, j'ai lu que avec tous les bouleversements climatiques, les problèmes d'environnement, un des effets qu'un certain nombre de personnes, en particulier qui vivent en campagne, dans les forêts, constatent, c'est que il y a de moins en moins de bestioles qui viennent s'écraser sur les pare-brises. Alors, comme c'est un travail récent, vous n'avez peut-être pas encore... Non, parce que justement, quand j'ai commencé à faire ces portraits, je me suis rendu compte que je me suis souvenu qu'il y a 25-30 ans, quand je me baladais à la tombée du jour au printemps, dans certaines régions, comme la plaine de l'Accro, on était obligé de s'arrêter parce que les pare-brises étaient remplis de moustiques. Ça, c'est un truc reconnu par tout le monde et que maintenant, c'est fini. Donc, certaines régions sont très affectées, notamment à cause des pesticides, ça c'est clair. Moi, j'ai la chance de vivre dans une forêt où il en reste, donc c'est une espèce de sanctuaire. Donc, on est très heureux entre nous et j'ai une fascination pour ces petites bestioles, même si certaines sont dangereuses parce qu'il y a des gros frelons et des choses comme ça, mais bon, enfin, dangereuses. Mais donc voilà, donc cette notion écologique, c'est évidemment à la base au cœur du projet, mais pas que. C'est aussi, moi j'ai toujours eu une attitude, un rapport très photographique aux choses. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait un résultat photographique pour que ça m'intéresse. Si j'y arrive, tant mieux, c'est que j'ai réussi mon coup. Mais je me préoccupe très peu de choses qui n'ont pas directement un résultat photographique. Il y a des gens qui arrivent à travailler journalistiquement, documentairement, sur des sujets totalement abstraits, que j'imagine même pas comment on peut... Mais ils ont... Je les blâme pas, au contraire. C'est une démarche beaucoup plus austère de leur part, qui permet de dénoncer des problèmes sociaux ou des problèmes politiques qui sont invisibles quelque part. Donc il faut passer par des chemins de traverse pour arriver à raconter ces histoires. Moi, je me suis intéressé toujours qu'à des images, de façon très pulsionnelle et intuitive, qui soient... des choses qui soient visibles. Je veux que ça soit photographique. Ce qui m'intéresse, c'est la matière. Voilà, c'est pas le concept. Ça veut pas dire que je réfléchis pas aux choses, mais c'est vraiment la matière. Et oui, la photographie pour moi répond à tous les besoins. Voilà, l'outil même. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres? Parce que j'ai une autre idée, une autre question. Donc, justement, en lien avec la thématique de cette session. Vous avez une certaine expérience, on va dire. C'est gentil. Hein. Comment est-ce que vous avez vu, parce que je l'évoquais tout à l'heure rapidement, vous avez édité produit un certain nombre de supports, à la fois entre guillemets classiques, des ouvrages, des films, et puis des supports multimédia. Justement, comment est-ce que vous avez pris en main cette évolution de ces médias de diffusion et comment vous avez perçu l'évolution et qu'est-ce que ça a changé dans votre métier? Alors ça, oui, non, c'est important qu'on en parle parce que moi j'ai pas du tout le sentiment que c'était mieux avant. Je m'en fous complètement. Je suis ravi de travailler avec du numérique maintenant sur les forêts primaires. Je travaille avec du numérique parce que j'aime bien confronter la haute technologie avec
les plus vieux arbres. J'ai pas du tout de nostalgie. J'ai pas du tout l'attitude que plein de jeunes photographes peuvent avoir, qui consiste à revenir à l'argentique parce qu'il y a soi-disant une plus grande noblesse et que c'est plus une meilleure facture. Non, pas du tout. Ça j'ai aucun problème là-dessus. Le problème qui s'est passé avec la mutation, bon, en plus c'est peut-être, moi j'avais la rage avant, je l'ai toujours, donc c'est pas ça qui est grave. Hein, le problème qui s'est passé avec la mutation, c'est que la qualité de la proposition s'est écroulée. Je vous donne un exemple. Il m'arrivait de travailler sur des sujets que je proposais, partir avec un écrivain en reportage. On est allé des fois un mois, il pouvait qu'on retourne avec à la fois une production d'un journal, à la fois l'aide de Jean-François Camp du laboratoire Dupont, qui a été notre sponsor pendant à plein de photographes. Il nous a aidés, mais plus que le ministère de la Culture. Hein, même si on avait des bourses des fois. Bref, avec cette conjugaison d'énergie, on partait, on travaillait avec un écrivain. Enfin, il y avait de la profondeur, il y avait du sens. Les derniers gros reportages que j'ai fait pour des gros magazines, dont je cite pas de nom, enfin, vous voyez ce que je veux dire, on me donne une liste en me disant voilà, est-ce que tu peux faire ça pour nous? Je fais oui, je vois une liste. En fait, je regarde, c'était que des copier-coller de Wikisource, c'est-à-dire c'était des offices de tourisme, des endroits à visiter dans lesquels j'allais me baser pour construire un sujet. Et je leur dis mais vous foutez de ma gueule quoi. Non, on n'a plus de budget, écoute, on te paye un peu plus la prod sur un sujet qui était complètement lambda. Et la journaliste, elle, écrivait son article à partir de sources d'offices de tourisme. Voilà, on en était arrivé là. Donc cet appauvrissement des journaux dont ils sont victimes crée un malaise au niveau de la profondeur du travail. De plus, au niveau digital, au niveau des sites, enfin, le travail se trouve sur Internet maintenant. Hein, le plaisir de voir un journal est exceptionnellement rare maintenant. Les photos sur un site Internet, ce n'est pas beau. Tout simplement, c'est moche. Excuse-moi Wilfried, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est mochissime. C'est un écran avec des trucs, au milieu il y a un diaporama, c'est pas beau. Avant on avait quand même qualité d'une maquette, je me contredis, je parle d'avant, où on ouvrait le journal et il y avait une super belle lettrine, il y avait un titre, il y avait une proportion, il y avait un travail sur les gris, les noirs, les blancs, qui permettait d'avoir une harmonie comme ça de présentation. C'était cohérent, ça avait de la gueule. Maintenant, moi je pense que le digital c'est fait pour la vidéo. Là oui, c'est intéressant. Là oui, je pense qu'il y a plein de nouveaux... ma fille travaille là-dedans d'ailleurs, elle réalise pour le web, et leur univers à ces jeunes-là, c'est là, ça se passe là. Mais je pense beaucoup plus pour la vidéo que pour la photo. C'est beaucoup plus intéressant parce que ça fait exploser le format. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur des formats télé de 52 minutes ou 26 ou des trucs contraignants par rapport à on ne sait pas quoi. On peut faire des modules de 5, 7, 12, peu importe, enfin, en théorie. Hein. Donc cette explosion numérique peut avoir des aspects très positifs dans ce secteur-là, mais au niveau photographique, moi, je me suis jamais extasié en disant « Ah tiens, je regarde sur le site machin chose, la photo qui a été publiée de moi. » Non, franchement, ça n'a aucun intérêt. Donc il faut qu'il y ait une jouissance sur le support. Le support doit être le reflet de ce qu'on aime faire quand même. Et ça n'existe plus. Alors c'est vrai que les vraies satisfactions se situent dans des livres, des expositions, dans la monstration, et c'est là le truc très important. C'est maîtriser la monstration, maîtriser non pas simplement un accrochage, c'est la scénographie, c'est l'installation. Moi je pense que c'est ça qui m'intéresse. Donc c'est une démarche plus plasticienne, qui demande une meilleure réflexion, qui veut qu'on s'associe avec d'autres, des curateurs, des scénographes, des directeurs artistiques éventuellement, où on conçoit un espace. Oui, ça c'est intéressant. Mais aller voir des photos sur un site internet, enfin voilà. Ah, oui. Hein oui, vas-y. Je partage évidemment, le marché il a évolué. Le marché a évolué, l'histoire de la presse a plus de 100 ans, l'histoire du web à un niveau professionnel a à peu près 10 ans. Alors il faut que ça décante tout ça. Il y a tout un savoir-faire que l'on avait avec le print. Il y avait des directeurs artistiques, enfin il y a toujours des directeurs artistiques. Les directives étaient différentes que ce qu'on a pu voir sur l'avènement des pure players ou alors d'une information qui aujourd'hui, on parle de la photographie et aussi de l'information. L'information aujourd'hui, ça c'est obsolète. Aujourd'hui l'information elle passe là-dedans. On est dans une photographie qui est conversationnelle à travers les réseaux sociaux et on est sur une information qui est complètement défragmentée, quoi. Donc
Je pense que tout ça, ça va évoluer. Le print est toujours là, va être sur une notion extrêmement qualitative. D'ailleurs, c'est bien pour tes arbres que tu photographies. Et tout ça, ça va bouger. Bon, là, on est dans une période, tu parles de révolution. Il y a eu une transition qui s'est faite ces 10 dernières années sur lequel les photographes auraient mérité à se faire un petit peu plus entendre parce qu'ils ont aussi déserté. Moi, j'ai fin 90, début des années 2000, les photographes ne voulaient pas entendre du tout parler de la photographie sur le web. Donc là, ce que tu jettes dans le pavé que tu jettes dans la mare, on est aussi responsable de ça, quoi. Oui. On est aussi responsable de ça. On a déserté quelque chose, d'autres ils sont engouffrés. Bon, ben, on a à peu près ce qui arrive. Moi, je pense que ça va décanter et que après il y a une qualité qui va revenir. Sur lequel on participe, on va tous participer. Ensuite, dans cette mutation qui s'est passée au niveau de la photographie et de l'information par rapport au numérique, évidemment que ça a fermé certains champs qui sont toujours là. La presse produit toujours, alors avec des budgets un petit peu moindres, il y a toujours autant d'argent dans la presse, sauf qu'il est réparti différemment, c'est tout. L'argent est toujours là. Les photographes ont gagné d'autres champs d'expérimentation et de démonstration. Les photographes réfléchissent différemment à aussi ce qu'est aujourd'hui une scénographie. Quelle manière de montrer des choses, parler d'installation. Il y a 15 ans, c'était pas du tout l'objet des débats entre photographes. On était complètement cloisonnés dans des espèces de chapelles à la con, entre guillemets. Le photojournaliste, la photographie documentaire qui n'existait pas, c'était un petit peu un gros mot. Dire qu'on était auteur il y a 15 ans, c'était compliqué pour certains. Aujourd'hui, au-delà de la décantation, il y a un décloisonnement qui est super intéressant en termes de pratique et de statut et de ce qu'on est. Et ça, pour le coup, merci ces 10 dernières années, ça a permis des choses, ça va évoluer. Il faut juste qu'on revienne dans le débat en disant, voilà, on est là, y compris au niveau des ministères et autres. Le statut d'intermittent du spectacle ou autre qui existe pour d'autres métiers, ça serait bien que chez nous ça bouge aussi. Le statut entre guillemets d'être encarté, la carte de presse, c'est quelque chose qui remonte à Pétain, ça n'a pas bougé. Alors que l'amendement, il peut un petit peu bouger et donner la voix à ce que nous sommes, d'avoir d'autres critères d'interprétation pour avoir une admission sur une carte de presse, quoi, qui nous permettrait de travailler différemment, etc. Mais bon, c'est des gros chantiers, il faut y aller, et puis voilà, quoi. Mais merci Wilfried, parce que exactement, j'attendais ton intervention avec impatience, parce que je pense que tu fais partie avec Hans Lucas des organismes qui peuvent permettre justement de remettre le photographe au centre. Oui, c'est important. Moi, je pense que on va avoir des images, quand on va avoir une exposition, on achète un livre, on va avoir des images de photographes. C'est eux qui doivent avoir le pouvoir. Non pas le pouvoir par rapport à de l'ego, mais par rapport à une concentration d'énergie en disant, mais d'où ça vient, qui a fait ça ? Il faut aller les faire, les images. Hein. Il faut y aller, il faut se lever. Hein, c'est pas facile. Mais bon, aucun métier n'est facile. En tout cas, on se décrit comme un outil. Oui, on n'est même pas, on est un outil au service de photographes. Voilà. Après, il y a un contexte qu'on amène aussi, mais c'est important, la notion d'outil. D'autres réactions ? Oui. Je vais apporter ma pierre D'abord, je voulais remercier Laurent parce que c'est vrai qu'on se connaît depuis très longtemps. Il avait fait un très très beau reportage en Afrique sur le désert. Il avait publié un livre qui s'appelait Dakar, de Dakar à Dakar, ouais, qui était effectivement sur les femmes mauritaniennes. Et à l'époque, les femmes étaient à moitié voilées. Il arrivait à les dévoiler, mais pas forcément en retirant leur voile, en montrant leurs yeux, simplement un peu comme la photo tout à l'heure. C'était vraiment un photographe qui sortait de l'ordinaire, puisque à l'époque, j'ai dit à l'époque par rapport aux autres photographes, il avait un procédé à lui de développement d'images qui était très particulier, mais que moi j'aimais beaucoup, enfin qui m'a beaucoup touché, et on a fait pas mal d'expositions ensemble. Mais c'est vrai que je le vois au niveau du labo, parce qu'en fait, je suis toujours enfin, même si j'ai vendu Dupont, je suis toujours dans la sphère. Les photographes
qui travaillaient leurs images, il y en a de moins en moins. Je vois une désertification absolue du laboratoire par les photographes, parce qu'ils soit ils travaillent eux-mêmes, soit ils mettent leurs photos sur le web, mais en fait, il y a une espèce d'appauvrissement et je dis pas que c'est dramatique, je sais que c'est comme ça. On ne travaille plus la main dans la main. Au niveau du labo, on ne travaille plus la main dans la main avec le photographe. Le photographe travaille tout seul et il vient nous voir, effectivement, pour des expositions, pour des démonstrations, pour des événements particuliers. Mais je regrette, personnellement, j'ai un peu la nostalgie de ce temps, c'est parce que bon, c'était comme ça, mais c'était cette collaboration où on fabriquait l'image ensemble. Enfin, le photographe arrivait avec son travail et nous, on essayait de le mettre en forme, de le travailler pour le sublimer en quelque sorte, voilà. Mais maintenant, est-ce que effectivement il y a d'autres méthodes et on va voir ce que ça donne plus tard. C'est super intéressant. On peut toujours travailler main dans la main avec un tireur en laboratoire. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi je rigole parce que toi tu étais quelqu'un de super audacieux dans le fait d'arriver en presse toujours au moyen format et avec le procédé dont je ne me souviens jamais, le fait de faire passer. C'est le développement inversé. Voilà, avec le développement inversé. C'est la dernière invention chimique de l'argentique. En fait. Oui, d'ailleurs, c'est dommage qu'on ne voit pas tes photos. Ah oui, mais ce procédé-là, en fait, arrivé dans le domaine de l'information et appliqué aux médias, franchement, c'est un truc super moderne, quoi. Et qui en plus était récompensé par un WordPress. Mais c'est un travail conséquent, très, très moderne, qui mérite d'être souligné. Et ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que le photographe aime bien faire sa post-prod, etc. Mais souvent, on a la fâcheuse habitude d'appliquer les mêmes filtres via les logiciels. Du coup, on se retrouve un petit peu avec les mêmes post-productions, ce qui est dommage. Mais tout ça, ça va revenir. Et les photographes, ils reviennent à l'argentique. Je pense qu'ils vont revenir au fait que, si je gère différemment ma post-production en état accompagné, j'aurai quelque chose qui est vraiment identifié, quoi, identifiable dans lequel je me reconnais. Et après, évidemment, moi, quand j'ai commencé la photo, j'étais à la diapo. Puis à l'argentique. Après, avec de l'inversé, je suis repassé. J'ai joué aussi suite à tout ce que j'ai vu, ce que tu faisais de manière fabuleuse. Mais aujourd'hui, je suis passé de 0 logiciel que je maîtrisais. Je pense qu'aujourd'hui, je suis sur 7, 8 logiciels que je maîtrise partiellement, mais ça mérite. Il y a quelque chose un petit peu. Le photographe doit aussi reconnaître ses limites, quoi. Et notamment sur le fait qu'il y a des auteurs de photos, mais derrière, il y a aussi des auteurs de tirage avec des teintures complètement particulières qu'on peut retrouver que chez quelqu'un qui a ce savoir-faire. C'est comme un chef-op, c'est comme un monteur au cinéma, c'est la même chose. Il y a des photographes qui savent, il y a des cinéastes qui savent monter. Il y a des photographes qui ont comme monteuse leur femme. C'est rarement le contraire. Ça me gêne un peu. Moi, que ce soit des femmes photographes qui est comme mari des monteurs. Il faudrait que ça change un petit peu, quoi, parce que c'est vrai que c'est une espèce de tandem un peu classique comme ça. Mais c'est vrai que oui, on fait rien seul. On fait rien seul, vraiment. Hein, autant dans la monstration que dans le processus de pas d'esthétisation, mais de production de l'image, de la fabrication de cette image. Bon, ce que tu dis est positif, oui. Alors peut-être que Jean-François et moi différemment, moi je fais tout moi-même parce que j'ai des imprimantes, donc j'adore prendre des tirages, les mettre au sol, et puis c'est des tirages de lecture qui font 1,10 m sur 2 mètres. Ça c'est un luxe. C'est le luxe. Les tirages de lecture de plus d'un mètre. Exactement, je les laisse pourrir dans la poussière au sol et j'adore ça. Enfin, non mais vraiment, toi, c'est un truc, c'est dans mon atelier, ça sort et puis un beau jour, si jamais j'ai une prod, je vais voir Dupont ou Jean-François ou d'autres éventuellement plus tard. Et je leur demande, est-ce que tu peux m'aider sur un truc, parce que là, je veux que ça soit parfait, je veux que ça soit si, voilà. Ça existe, hein. Bien sûr, il y a toujours ça. T'as d'autres tireurs maintenant à Paris comme Diamantino ou d'autres. Enfin bon. On connaît l'histoire. Mais je suis pas certain que ça soit le signe forcément le signe que la photographie continue, parce que je pense aussi qu'avoir un rapport très neutre à l'image peut être aussi intéressant. Les gens qui ne touchent pas au fichier et qui ont un rapport plus conceptuel et qui se disent moi je suis photographe que par rapport à l'idée et à la capture, mais pas forcément au reste. Ça peut être justifié, ça, pourquoi pas. Et moi ça ne me gêne pas, quoi. Chez des plasticiens un peu obstus, ça arrive. C'est des choses très neutres, avec aucune intention, tout ça, justement pour être au plus près
Mais quand on regarde les prémices du photojournalisme avec des tirages qui étaient faits bruts de décoffrage et revendiqués par leurs auteurs, soit Eugene Smith ou autres, quand on va voir les tirages vintage qu'ils faisaient, c'est du on a quelque chose d'extrêmement brut. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense qu'on va s'arrêter là, mais évidemment la conversation pourra se poursuivre dans la pause qui va arriver dans pas très longtemps. D'ailleurs, il y a un atelier sur lequel Jean-Luc serait très bien, en fait, sur information et création, demain après-midi. On va donc passer à la deuxième communication, donc par Isabelle Ravecla, dont l'intitulé est « Quelle temporalité pour le photojournalisme numérique au regard de la recherche scientifique et de la justice pénale internationale ». Alors pour en quelques mots présenter Isabelle, j'imagine que ça doit avoir un lien quand même, le fait que vous avez été formé aux Nations Unies à l'élaboration des politiques de développement, et que donc vous avez peut-être un regard un petit peu particulier sur certaines questions que vous allez aborder, et le fait que vos travaux de recherche et de projets photographiques tournent beaucoup autour de la question de la liberté et des libertés. Donc j'imagine que vous allez nous parler à présent. Oui, en fait, le sujet n'est pas forcément très joyeux parce que le droit pénal international, effectivement, c'est le droit de la guerre. Ceci étant dit, les discussions que vous venez d'avoir, on va rebondir dessus sur la question de la temporalité. Effectivement, c'est le sujet. Quelle temporalité pour le photojournaliste? Et puis, le travail collectif qui est devenu un travail un peu plus individuel. Alors... La première question que je me suis posée, effectivement, donc c'était qu'est-ce que le photojournalisme? Et traditionnellement, le photojournalisme, c'est un transfert géographique d'informations. On va prendre une photo sur le lieu où ça se passe et on va le transférer le plus rapidement possible à son point de diffusion. Ce sera l'agence de presse ou le magazine. Et c'est généralement un travail individuel. Juste de prendre l'information. Il y a une mission idéalisée du journalisme comme un pilier de la démocratie. Le journalisme devient un contre-pouvoir, c'est l'idée qu'on en a. Et le photojournalisme s'est traditionnellement développé en zone de guerre. Et c'est pour ça que je me suis intéressée justement à comment est-ce que le photojournalisme pourrait être perçu autrement, ou comment on pourrait utiliser les données photojournalistiques autrement dans ces conflits. Alors le premier constat qu'on peut faire, c'est qu'effectivement il y a beaucoup de données photojournalistiques dans les zones de guerre, et comme on parle beaucoup de l'actualité, le photojournalisme est lié à l'actualité, on veut une temporalité très courte, les photographies, on les a publiées, et puis une fois qu'on a publié sur le sujet, finalement on oublie bien vite le sujet, le conflit. Et de fait, la demande de justice qui apparaît à la fin d'un conflit, on va la laisser de côté. En fait, finalement, s'il y a plus de violence, et c'est ce qu'on voit par exemple en Ukraine, il n'y a plus de violence, personne s'y intéresse vraiment maintenant, et puis personne s'intéresse à ce qui va se passer après, parce qu'il n'y a pas de violence, donc finalement, le photojournalisme est moins intéressé. Alors j'ai mené une recherche qui n'est pas encore tout à fait finie, c'est pour ça que là je vous présente que les résultats préliminaires, qui montrent que finalement, qui tend à montrer, parce que c'est les résultats préliminaires, que au-delà de ce qu'on appelle la crise des médias, on fait face plutôt à une crise de l'information et de la communication. Alors, dans ma recherche, j'ai interviewé des photojournalistes ou photographes, parce qu'ils ne se définissent pas tous de la même façon, des professions associées et des citoyens pour voir comment ils se définissaient et comment ils percevaient le photojournalisme. Il y a une question que j'ai posée qui était quel lien faites-vous entre le photojournalisme et la loi? Et dans 100% des cas, je parlais vraiment du photojournalisme. On m'a toujours répondu le photojournaliste. La phrase commençait toujours par le photojournaliste. Et là déjà, on perçoit qu'il y a le travail collectif du journalisme commence à s'effacer un petit peu au profit ou au détriment, je ne sais pas, de l'individu photojournaliste. Et la phrase finissait par finalement la loi est une source de répression policière et gouvernementale, et ça c'est les mots qui sont utilisés par la grande majorité des gens que j'ai interviewés. Donc finalement,
y a une personnalisation du photojournalisme. Maintenant, le photojournalisme, on va le percevoir. C'est pas forcément la réalité, mais en tout cas, on va le percevoir comme un travail très individuel. Et la loi n'est plus du tout perçue comme protectrice. Parce que moi, à la base, j'avais posé cette question pour savoir comment les gens, le degré, en fait, que les gens accordaient à la liberté de la presse. Est-ce qu'ils avaient confiance dans la liberté de la presse comme elle est exercée en France? Et puis j'ai aussi interviewé des anglo-saxons. Et dans tous les cas, la loi est perçue comme une source de répression. Ça, c'est quand même terrible. Donc finalement, la liberté de la presse, je crois qu'on l'a dépassée. La liberté de la presse c'est un travail collectif. Donc maintenant qu'on est dans la personnalisation du photojournalisme, je crois qu'il faut vraiment parler de liberté d'expression. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est vu pendant les attentats contre Charlie Hebdo. Les gens sont sortis dans la rue et ils ont dit « Je suis Charlie ». C'est de l'individuel, c'est de la liberté d'expression. On n'est plus du tout dans la liberté de la presse. Et oui, en même temps, du coup, je crois qu'il faut dépasser ce qu'on nous présente comme une crise des médias et le percevoir vraiment comme une crise dans la formation de l'information et son mode de communication. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, finalement, tout le monde peut être photographe. Et tout le monde s'improvise photographe, alors qu'effectivement, on n'en a pas tous les compétences. Et du coup, finalement, tout le monde se dit qu'on peut être source d'information et on peut diffuser cette information comme n'importe quel autre média. Alors du coup, la proposition que je veux développer ici, c'est d'essayer de prendre le photojournalisme comme il s'est développé maintenant comme un travail beaucoup plus individuel, et de replacer une chaîne de création de l'information et de la communication. Tout d'abord, on a parlé de la baisse de la qualité de la production photographique. Ça a engendré une baisse de la confiance du public dans les médias. Du coup, je crois qu'on peut pallier à ce manque de confiance par le travail collectif qui peut être réalisé dans le cadre de la recherche scientifique. Et en même temps, cet idéal du journalisme comme pilier de la démocratie, oui, il peut être réalisé par la justice pénale internationale. Parce qu'il y a des cours pénales internationales qui existent, et en utilisant les photographies, on peut arriver à établir des sentences pénales internationales qui, au final, permettraient d'établir des meilleures sociétés post-conflit, en fait, de faire que les gens qui se sont battus entre eux puissent enfin vivre ensemble. Alors, tout d'abord, je voudrais commencer par la recherche scientifique. Il faut savoir que pour la recherche scientifique, il n'y a pas que les labos universitaires, généralement c'est ce qu'on entend par là, mais en fait il y a aussi beaucoup d'ONG et d'associations qui sont présentes sur les lieux de conflit, et je pense notamment parce que quand on parle conflit, on pense à des conflits très violents comme des guerres, mais par exemple, je sais que ce qui se passe en Irlande du Nord, ce qui s'est passé en Irlande du Nord pendant la période dite des troubles, en fait, ça peut être qualifié aussi de conflit interne, donc de guerre. Il y a beaucoup d'associations aujourd'hui qui sont toujours présentes parce que ce conflit n'est pas réglé, et pourtant, vous savez, il n'y a plus de violence, donc le photojournalisme s'y intéresse peu. Et maintenant, on commence à y revenir parce que le nouvel IRA commence à remettre des bombes. Donc il y a beaucoup d'associations qui sont présentes sur le terrain, qui font de la recherche, mais elles le font toutes seules finalement. Elles sont très diversifiées, chacune sur leur thématique, et puis il n'y a pas vraiment de lien entre elles. Et donc il faudrait créer des liens, et pour ça, en fait, le photojournalisme peut apporter une source d'information qui est très importante. Oui, parce que en fait, ces associations, ces ONG et ces labos de recherche développent des outils qui sont adaptés aussi aux recherches qu'ils mènent. Je vais vous parler d'un exemple. Alors, ça s'appelle Forensic Architecture. J'ai pas d'image, je suis désolée parce que en fait, j'aurais voulu mettre une vidéo, mais c'est un PDF, c'est compliqué. Donc c'est une entreprise anglaise qui est basée sur l'imagerie
en fait, il va traiter un nombre énorme d'images grâce à l'intelligence artificielle et il va pouvoir analyser ce qui s'est passé sur le terrain. C'est-à-dire que si vous avez, il va analyser les photos, par exemple, d'un hôpital avant et après sa destruction, et il va pouvoir attester de la source de la destruction. Parce que généralement, vous savez, bon, dans les zones de conflit, tout le monde attribue la destruction d'un hôpital, par exemple, qui est interdite normalement, à quelqu'un d'autre. Et Forensic Architecture a les moyens de déterminer, grâce à l'intelligence artificielle, en collectant le maximum de photos qui ont été prises sur ce lieu avant et après, ils sont capables de déterminer les causes de la destruction. Donc ils sont capables de dire si effectivement l'hôpital a été bombardé, ou si il y a eu une bombe à l'intérieur, ou si c'était un tremblement de terre, enfin voilà. Et puis ils l'ont fait aussi, par exemple, en Ukraine. Ils ont été capables, en rentrant le modèle 3D d'un tank russe, de savoir comment si les tanks russes étaient présents en fait lors d'une bataille. Et donc pour ça, en fait, les photojournalistes, ils sont toujours présents quand il y a des conflits comme ça. Donc c'est une source intarissable d'informations photographiques. Et alors c'est pas forcément un problème, mais disons que les photojournalistes ont tendance à virer les images qu'ils trouvent pas très belles, ou en tout cas qui seront pas vendables. Mais ces images-là, en fait, elles peuvent servir s'ils les mettent à disposition de la recherche scientifique. Grâce à l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on est capable, avec ces photographies, de recréer des situations entières et donc d'apporter des preuves ou des éléments de preuve qui pourront servir lors d'un procès ensuite après le conflit. Voilà. Alors l'objectif, en fait, c'est de replacer le photojournalisme dans le temps long de la recherche, de regagner la confiance du public et en même temps, voilà, d'élaborer les éléments de preuve. C'est ce que j'ai dit. Et donc la justice pénale internationale, elle apparaît dans un deuxième temps, donc avec tout ce que finalement le photojournalisme aura pu apporter à la recherche scientifique, on va pouvoir enfin construire des dossiers qui pourront tenir le coup en face d'un juge international. Et donc il s'agit de juger les responsables militaires, les responsables politiques qui auraient commis des crimes alors c'est le droit pénal international, en fait c'est 3 types de droits, de crimes, pardon. Les crimes de guerre, alors, parce que normalement la guerre est interdite, mais bon, ça. Donc les crimes de guerre, c'est par exemple on n'attaque pas les populations civiles, donc vous vous doutez bien que celui-là il est quand même souvent commis. Les crimes contre l'humanité, généralement c'est la torture, ça aussi, très souvent commis, et puis les génocides. Donc le droit pénal international, il se limite à ça, si je puis dire, c'est déjà beaucoup. Donc c'est en fait on va externaliser la justice. Normalement l'État après le conflit devrait retrouver une justice, mais bon généralement c'est un petit peu compliqué. Donc on va faire un truc international. C'est comme le procès de Nuremberg en fait a été le premier procès vraiment important en droit pénal international. Donc on a pris des juges qui venaient d'un peu partout dans des pays occidentaux. Et on a appliqué en fait les droits de l'homme à des gens qui n'avaient absolument rien respecté à part leur volonté de destruction. Donc on leur a appliqué un procès. Alors le problème, c'est que c'est une très bonne initiative, mais ça dépend, comme c'est du droit international, de la volonté des États, et que c'est peu mis en œuvre, même si la Cour pénale internationale existe, principalement parce qu'en fait, les éléments de preuve sont très rares. Et c'est pour ça que vraiment j'insiste sur le travail du photojournaliste dans ce domaine-là, c'est que le photojournaliste est systématiquement présent lors des conflits. Il y en a tout le temps. Et donc ça, c'est très important qu'en fait, déjà, ils ne jettent pas les photos qu'ils ont prises sous prétexte qu'elles ne sont pas d'assez bonne qualité, parce que pour l'intelligence artificielle, ça peut suffire. Et que d'autre part, ils collaborent vraiment à la recherche scientifique, parce que c'est très important pour la restructuration de la société en post-conflit. De pouvoir établir une sorte de justification de pourquoi maintenant on vit ensemble alors qu'il n'y a pas si longtemps on se tapait dessus. Bon, c'est ce que j'ai dit, j'ai un petit peu avancé. Voilà, donc il faut effectivement construire ce modèle-là. Et puis
Et puis, oui, ça permettra du coup de replacer le photojournalisme en fait dans sa mission première, enfin sa mission journalistique première, d'être un contre-pouvoir à toutes les formes d'abus et de tyrannie qui puissent exister. Et voilà, je voudrais vous parler juste de l'Irlande du Nord, parce que moi je travaille en tant que photographe documentaire sur l'autodétermination. Je travaille pas que sur l'Irlande du Nord, mais je travaille beaucoup sur l'Irlande du Nord, surtout en ce moment. Alors l'Irlande du Nord, je sais pas ce que vous savez sur l'Irlande du Nord, mais bon, il y avait la période des troubles. En fait, l'Irlande tout entière a été envahie il y a à peu près 1000 ans, et ils n'ont jamais accepté d'être finalement, alors maintenant britanniques. Et en 1921, les Britanniques ont dit « Ok, très bien, vous voulez être indépendants, votez ». Donc ils ont voté par province. Et puis il y a 6 comtés qui ont dit non, nous on reste britanniques. Ça a formé l'Irlande du Nord, et tout le reste de l'Irlande au sud est devenu la République d'Irlande. Sauf que depuis 1921, l'Irlande du Nord n'accepte pas, en fait, ceux qui se revendiquent irlandais n'acceptent pas du tout d'être britanniques. Et la colonisation, pour eux, a toujours un poids énorme. Il faut dire que aussi les Britanniques les ont quand même un petit peu discriminés très fortement, que ce soit pour le logement, l'achat de nourriture ou le travail. Donc finalement, leur vie était vraiment intenable. Et ça a mené à une explosion de violence dans les années 60, à la fin des années 60, ce qu'on a appelé la période des troubles, et ça a duré jusqu'en 1998. En 1998, les gens en fait en avaient marre parce qu'il y a eu beaucoup de morts, il y avait des attentats tous les jours, il y avait des attaques de sang-froid dans la rue. Les gens en avaient marre de voir tout le monde mourir, donc ils ont consenti à signer un accord de paix. Mais cet accord de paix, parce que, comme je vous ai dit, en fait, il n'y a pas eu de justification au vivre ensemble. On a juste signé un accord comme quoi on arrêtait de se taper dessus, mais on n'a pas décidé pourquoi on allait vivre ensemble, et du coup, ils n'ont pas accepté de vivre ensemble. Donc on a construit des murs. Donc quand vous allez à Belfast, par exemple, c'est incroyable, en fait. Il y a des quartiers entiers qui sont bouclés la nuit. Donc si vous avez un problème, si vous avez une urgence, en fait, les pompiers ne passeront pas. Ou si vous devez aller à l'hôpital et que vous avez un quartier bouclé sur votre chemin, c'est arrivé beaucoup de fois. En fait, des gens meurent dans l'ambulance parce qu'il faut contourner le quartier qui est bouclé pour arriver jusqu'à l'hôpital. Il y a une séparation des communautés qui existe encore. Et donc il y a énormément d'associations qui font un travail de recherche, mais les preuves sont pas encore là sur toutes les violences qui ont eu lieu. Et il y a un général Michael Jackson, qui était en charge de l'armée britannique à l'époque des troubles, et qui a en particulier été en charge de l'armée lors du Bloody Sunday. Je pense que ça vous connaissez tous grâce à la chanson de U2. Donc c'était une manifestation pacifique dans la rue. C'était des femmes et des enfants, et l'armée a tiré dessus. Donc évidemment, il y a eu des morts. Et c'est surtout sur ce point-là très précis que on voudrait faire la lumière, et surtout les Irlandais demandent la condamnation de Michael Jackson. Le problème, c'est qu'effectivement, donc, la justice britannique, elle, refuse d'ouvrir une enquête. Elle a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour justement ne pas faire assez d'efforts au point de vue juridique pour arriver à établir en fait l'ordre. J'ai fini. Pour arriver à rétablir un ordre correct entre les deux communautés. Et finalement, on se dit que même pour le Bloody Sunday, il y avait beaucoup de photojournalistes qui étaient là. Et on serait capable, aujourd'hui, je pense, même sans l'intelligence artificielle, parce que c'était des photos argentiques, donc c'est un peu plus compliqué, de retracer qui est capable ce qui s'est vraiment passé et qui est responsable de ça. Parce qu'effectivement, si c'est l'armée qui a tiré, de toute façon, le chef est responsable. Donc ce serait Michael Jackson. Et je pense que si on établissait ce lien entre le photojournalisme, la recherche scientifique, et qu'ensuite on portait, on élaborait vraiment un cas, ça tiendrait le coup devant la justice pénale internationale. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est très douloureux. Merci. Oui. Mais ça voudrait dire que les photojournalistes deviendraient des supplétifs de la justice.
Et là, franchement, c'est discréditer le photojournalisme. Et les photojournalistes, ils ne pourront plus faire une photo si on sait que leurs documents vont être un jour ou l'autre repris par l'une ou l'autre des côtés ou des interprétations, etc. Pour moi, c'est la mort du photojournalisme. Exactement, c'est pour ça déjà que j'avais cadré sur le droit pénal international, parce que ce sont des actes particulièrement odieux qui effectivement contreviennent aux droits de l'homme. Donc déjà, je pense que là quand même on est dans un cas assez spécial. Cela étant dit, je me suis aperçue en interviewant les personnes, les photographes en fait, et surtout les photojournalistes, quand je leur ai parlé de mettre leurs photos à disposition de la recherche scientifique donc je leur ai expliqué en fait. Ils m'ont dit oui, mais c'est déjà fait. Mes photos ont déjà été utilisées par la police. Et c'est vrai, je veux dire, les photos sont utilisées même dans le cas des Gilets jaunes. Donc finalement, oui, ça crée un risque pour les journalistes, mais en fait, ce risque est déjà là, il est déjà présent tout le temps. Et puis, quand on parle des zones de guerre, en fait, de toute façon, les journalistes ne sont pas en sécurité pour un tas de raisons. Et je ne suis pas certaine que sur une zone de guerre, des gens viennent s'attaquer aux photojournalistes juste parce que peut-être dans 20 ans on pourrait, les photos pourraient se retourner contre eux. Oui, j'ai réfléchi à ce problème-là, mais je pense que si on le circonscrit effectivement au droit pénal international, je ne crois pas que ça apporte un risque supplémentaire pour le photojournaliste. Moi, je pense que c'est pas nécessaire en fait, parce qu'en fait, effectivement, vous le disiez très bien dans le cas des Gilets jaunes, la police s'est servie des photojournalistes, mais si on l'institutionnalise, à ce moment-là, les factions ou les chefs de factions seront au courant de qui fait quoi. Alors que là, il y a une espèce de flou artistique qui fait que, effectivement, les photos des photojournalistes sont utilisées par la justice éventuellement, mais le flou les protège d'une certaine façon, protège tout le monde en fait, et permet à la justice de faire ses investigations. Alors que très vite, on va se demander est-ce que le photojournaliste n'est pas à charge. Effectivement, quand vous en Ukraine, on peut dire que je vais pas faire on est à charge contre la Russie qui a envahi l'Ukraine, a priori. Donc c'est la position française, parce que je pense que si vous changez de pays, oui, bien sûr, si on est en Russie, on va dire que ça appartient. Et c'est tout l'intérêt en fait d'avoir un travail collectif. C'est ce que, alors je me suis peut-être pas très bien exprimée, mais effectivement, un travail collectif dans le cadre de la recherche scientifique, vous allez supprimer finalement l'effet d'individualité qui fait que on va prendre parti, même si c'est inconscient. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, en tant que Française, je lis tous les jours les news françaises et je vois les choses comme une Française. Mais pour avoir vécu beaucoup sur 3 continents, je sais aussi que même un Américain qui pourtant partage une culture occidentale commune avec moi ne voit pas du tout les problèmes géopolitiques de la même façon que moi. Et finalement, prendre toutes les photos tous les photojournalistes qui étaient présents, que ce soit des Français, des Ukrainiens, des Russes, des Allemands, vous allez supprimer cet effet de prise de parti. Mais moi, je pense que cette prise de parti, justement, à contrario, est nécessaire. C'est-à-dire que on peut traiter un sujet avec des angles différents, par des personnalités de nationalités ou de regards différents. Et effectivement, c'est la mixture, enfin, ou l'analyse, ou l'exégèse de toutes ces images qui viennent de droite et de gauche, qui sont intéressantes et qui peuvent créer la vérité, entre guillemets. Oui, je crois qu'on n'est pas en train de parler de la même chose, parce que effectivement, vous parlez de construire une sorte de documentaire à partir de ces photos. L'interprétation, si elle est diverse, elle est plus riche que si elle est monolithique. C'est juste que dans le cadre de la recherche scientifique, en fait, il s'agit juste d'extraire des données. C'est-à-dire que tel soldat était là à cet endroit, qu'on soit parce que c'est ça qu'on va garder pour établir un cadre dans la justice pénale. Justement, quand vous voyez, enfin moi j'ai vu les photos de Éric Bouvet et puis de Laurent Van Nestok qui étaient ensemble dans le même lieu. Ils n'ont pas fait les mêmes photos. C'était au moment de la crise de l'Ukraine. Oui. Et les deux visions donnaient c'était les mêmes conflits, c'est les mêmes. Mais en fait, il y avait une substance qui était analytique, qui était plus intéressante parce qu'on avait les deux visions. Peut-être il y avait 3, 4 ou 5 visions. Mais je pense que, enfin. En fait, oui. Non, mais parce que dans le processus par exemple, de forensic architecture, on va utiliser de l'intelligence artificielle, on va mettre les photos dans un logiciel, et en fait, le logiciel va en sortir une sorte de vidéo qui va nous donner le déplacement des gens en temps réel pour savoir qui faisait quoi, qui était où. Il n'y a pas d'autre analyse à apporter, en fait. Oui, je comprends mieux. Ouais. Ça me fait penser que vous devez sûrement connaître, le travail de Sophie Ristel-Hubert sur l'Irak. Pour moi, c'est le travail le plus remarquable de plasticienne, journaliste,
comment la définir, je ne sais pas, qui, après la première guerre d'Irak, a fait un travail de prise de vue aérienne, factuel, c'est-à-dire on voyait les traces de l'invasion américaine, avec, effectivement, comment ils avaient englouti les Irakiens, ils avaient enterré vivants, les bombardements, on voyait juste la trace presque graphique, presque abstraite dans le désert du rouleau compresseur américain, des images qui, bien sûr, n'étaient pas montrées parce que tous les photographes étaient embedded, c'est-à-dire qu'eux, ils étaient dans une forme d'obligation de délation, puisqu'on leur disait, si tu veux faire des photos, tu viens avec nous, tu photographies ce qu'on veut que tu photographies, parce que ça pose aussi ce problème-là, la guerre. Et donc, ce travail-là qui était remarquable était le meilleur, de façon froide, analytique, sur ce qu'est la guerre. Parce que les photos de guerre, tu parlais de Bouvet et de Van der Stock, tu pourrais avoir Herbeau ou d'autres, qui sont des sublimes photographes. Ils ont aussi tendance à tomber dans des espèces de malgré eux, dans des espèces d'icônes. D'icônes, de la souffrance, du sang, de la merde, et qui deviennent des choses insupportables à voir au bout du compte, comme une espèce de pornographie de la douleur qui se répète. Combien de madones, combien de mères éplorées devant son cadavre. On pourrait faire un bouquin de toutes les mères éplorées depuis le conflit israélo-palestinien. Il y en a peut-être des milliers, avec autant d'événements monstrueux à chaque fois. Donc cette espèce de façon de voir, elle est un peu systématique. Je voulais te dire un truc, je crois qu'aucun photographe ne jette ces images. Je ne sais pas, mais en tout cas, il les garde ou il ne les partage pas parce qu'il va les trouver esthétiquement pas, soit pas rentables, soit pas montrables. Ça, après, c'est autre chose. Mais moi, l'idée, c'était qu'effectivement, on les partage. Parce que finalement, qu'il les jette ou qu'il les garde pour lui, au final, la conséquence est la même, en fait. Elles sont perdues. Juste réagir sur, vous avez dit tout le monde peut être photographe, non, tout le monde fait de la photographie. Tout le monde fait de la photographie, alors que tout le monde n'en a pas les compétences. Oui, alors la photographie, si elle n'est pas légendée, si elle n'est pas sourcée, elle peut donner lieu à toutes les interprétations possibles, à des cas de fake news, de désinformation. Évidemment, l'avantage quand on est avec des photographes professionnels, c'est que le photographe, évidemment, il est dans un regard subjectif du témoignage qu'il va donner au niveau visuel. Par contre, au niveau des métadonnées, une légende est super intéressant. Des fois, nous, avec Antsoukas, on se retrouve sur 2-3 fronts différents, des gens en Ukraine, des gens en Russie. La photo est là. Par contre, la légende, c'est des richesses à exploiter qui sont géniales, que ce soit l'intelligence artificielle ou autre. Mais pour avoir tout ça, il faut que le photographe soit en capacité de produire et d'avoir les moyens financiers de produire. Si la recherche veut aider au financement, d'ailleurs, il y a des propositions qui sont faites par Photodoc à Paris, qui fait énormément, qui œuvre dans énormément de champs autour de la photographie documentaire pour faire travailler des enseignants chercheurs avec des photographes sur des territoires. Je pense que tout ça, ça participe à un renouveau du financement des productions des photographes. Tout le monde parle de la crise de la presse. Moi, j'aime bien parler de l'évolution du marché des médias. Les médias avaient une mission qui, aujourd'hui, quand on regarde l'iconographie des revues, a complètement changé. Aujourd'hui, il y a la photo d'illustration. Il y a beaucoup de choses qui n'existaient pas avant. Ok, certes, ça évolue. Nous, il faut qu'on évolue aussi en tant que professionnels de l'information, des chercheurs, etc. Évidemment, il y a des photojournalistes qui sont partout par essence. Et dès qu'il y a quelque chose, ils sont là. Travaillons ensemble et voyons ce qui peut être fait des photos, ça c'est pas un problème. Et évidemment, alors juste un truc, c'est que on parlait des gilets jaunes, de tout temps, la justice, la police récupère par des biais complètement détournés un photographe qui va poster sur les réseaux sociaux ou une publication ou autre, évidemment que tout est repris, analysé, etc. Tout ça, en fait, les photographes dupliquent toutes les archives qu'ils ont, sans forcément les ouvrir d'ailleurs, pour des questions d'archivage. Ne vont pas développer des RAW, mais le garder au chaud. Il y a énormément, c'est des bases de données qui sont formidables, et qui sont sourcées. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Mais financièrement, trouvons les moyens de faire avancer les choses pour que la profession et la déontologie qui va avec puissent travailler de concert avec ce que vous faites. Voilà, mais je suis tout à fait d'accord avec le concept d'évolution. C'est effectivement, c'est que donc on constate qu'il y a une évolution, mais on n'est pas arrivé à terme et qu'il faut s'adapter, il faut
Effectivement, et je pense que cette proposition-là est pas stupide. Alors peut-être pas en l'état, mais en tout cas, je crois que si vous voulez avoir des bases de données qualitatives, il n'y a que cette issue. Hein. C'est pas en travaillant avec des gens qui font de la photo et que tout peut être dit. Ceci étant dit, pour alors Forensic Architecture, quand ils ont travaillé sur la reconstitution de la bataille en Ukraine, ils se sont servis de toutes les données qui étaient présentes même sur les réseaux sociaux, tout ce qui pouvait être en libre accès en fait. Et donc ils se sont aussi servis finalement de ce que les gens pas photographes, oui. Avaient mis comme données sur Internet. Donc effectivement c'est mieux si c'est du travail professionnel. Ceci étant dit, je pense que l'intelligence... On n'a pas forcément le contexte de la prise de vue avec le grand public. Après, avec les photographes, avec les téléphones portables, vous avez le GPS, vous savez, voilà, ça, il y a des données qui sont d'office dans la photo. Ce qui est important, ce que vous disiez, c'est que les photographes, là c'est pour ça qu'ils en prennent plein la gueule, c'est pour ça qu'ils meurent chaque année, sont au plus près de l'action. De par l'enregistrement mécanique de l'histoire, c'est-à-dire qu'on travaille avec des petites focales, on se rapproche des choses. Enfin, moi je fais pas ce genre de photographie, mais j'ai pu travailler sur des événements équivalents. Et ils sont à cette distance-là des choses. C'est pour ça qu'ils enregistrent le plus. Et ce sont les seuls. Voilà, c'est souvent les seuls, parce que les gens d'écrit travaillent différemment. La radio aussi travaille un peu comme ça, mais ils sont vraiment au front, quoi. Donc ce document-là est important. Mais moi, je ne crois pas non plus, comme Jean-François, je ne crois pas que ça puisse être un outil de délation. Je crois qu'il faut que ce soit un outil de collaboration. C'est exactement. Autrement, c'est impensable. Non, mais le fondement de tout ça, en fait, c'est vraiment les droits de l'homme, en fait. C'est qu'il y a des crimes qui ne doivent pas rester impunis et que toutes les sources d'informations qu'on peut avoir, elles devraient servir à ce qu'on puisse avancer et, bon, si possible, ne pas recommencer, ça j'y crois pas, mais au moins avancer après le conflit, passer à autre chose et le faire d'une façon qui apaise tout le monde. Et ça, il faut toujours une justice pour en arriver là. On va prendre encore une ou deux questions dans la salle. Alors attendez, il y avait madame d'abord. Oui, bonjour. Alors, moi, je suis un peu, ça me paraît très, du point de vue des droits de l'homme, ça me paraît très intéressant comme proposition. Du point de vue des photojournalistes, ça me paraît tout à fait intenable. Et pour une simple raison, c'est que je considère, alors je suis pas photojournaliste moi-même, qu'un photojournaliste est un auteur, justement. Et qu'un auteur et un témoin, c'est deux choses assez différentes. Alors, c'est dans ma conception du photojournalisme, c'est-à-dire que les photojournalistes se considèrent comme des témoins de l'histoire, pour le dire entre guillemets et rapidement, mais avec un regard d'auteur. Enfin, ce qui m'intéressait dans ce que vous avez dit, c'est cette question du pas de côté. Par exemple, l'exemple que vous donnez de Sophie Ristel-Hubert en Irak, c'est ça, c'est faire un pas de côté, c'est-à-dire trouver un angle de prise de vue qui me permette à moi, photojournaliste en tant qu'auteur, de donner un point de vue sur ce conflit, pour rester dans la question des conflits. Et si on fait la démarche d'y aller pour servir la justice en quelque sorte. Oui, non, mais je sais que c'est pas ce que vous avez dit, mais c'est que si ça se systématise, ce serait le problème de la systématisation. Chaque photojournaliste saurait que s'il va faire des photographies en situation de conflit, ce sera utilisé pour rendre justice. Et c'est la démarche est très différente d'aller faire des images en sachant qu'elles vont être utilisées pour rendre justice, à faire des images en tant qu'auteur qui veut voir quelque chose sur un conflit. Bon, ça c'était mon premier constat. Et alors après, pour lier un petit peu les deux, et vous pouvez me répondre à cette première remarque, ma question était de savoir, vous avez dit, vous, que ce que vous aimiez quand vous étiez photojournaliste à Libération, c'était ça justement, faire un pas de côté. Est-ce que vous pourriez nous dire brièvement comment est-ce que vous faisiez pour faire ce pas de côté? Comment est-ce qu'on fait? Enfin, quelle stratégie on emploie ou pas? C'est purement physique. Alors moi, je pense que la photographie est physique. Pourquoi je travaille avec un moyen format? Parce que je le tenais là, et c'était mon corps qui photographiait. Moi, je pense que c'est une danse, c'est le corps qui parle. Pour moi, c'est très proche de ça, la photographie. Et c'est très important. Si on n'a pas la gestuelle qui va avec le désir de photographier ou l'envie de, ça ne fonctionne pas. Donc, bon, c'est la première réponse. Après, le pas de côté, il est aussi dans le traitement de l'image, dans la distance.
où on se met, pourquoi on se met là. Il y a toujours un point de vue moral par rapport à ça, c'est certain, c'est certain. Mais ou plutôt éthique, parce que le mot moral c'est encore autre chose. Mais disons qu'il y a la façon de voir et la façon de traiter ton image, la façon dont tu construis ton récit, ça détermine évidemment un style, et c'est ça le pas de côté. Très souvent, pour ça que moi je me définis pas comme photojournaliste, dans les rédactions, les sujets, allez, c'est une quinzaine, vingtaine d'images, il y a un récit, il faut qu'il y ait toujours la même façon de raconter le récit, la même distance, il faut qu'on puisse lire l'histoire, tout ça. Moi j'ai toujours eu du mal à rentrer dans cette façon de livrer un sujet. J'ai toujours eu une façon qui m'appartenait, c'est ce que j'appelle le pas de côté. J'ai eu la chance d'avoir des rédacteurs en chef ou des chefs de service photo qui comprenaient, qui savaient le mettre en page, et puis on me prenait pour ça. Mais c'est vrai qu'il y a un formatage, très souvent, c'est ce que je disais par rapport aux icônes, en étant un petit peu caricatural, d'images où on retrouve toujours les mêmes images, sur toujours les mêmes conflits. Maiden Square, c'était un peu différent, parce qu'il y avait un petit côté Star Wars, non pas Star Wars, Mad Max plutôt, avec ses habits complètement noirs de... Même il y avait une esthétique incroyable, il y avait les pneus, il y avait la neige, il y avait les choses en feu, il y avait la fumée noire, enfin il y avait une espèce de scénographie qui sortait de l'ordinaire. Je me dis, tiens, ils ont fait un peu plus d'efforts. Non, mais je suis presque cynique en disant ça. Mais il y avait une forme comme ça, d'un peu de différence à Maiden Square, dans la façon dont peut-être les gens même se mettent en scène, comment les gens qui ont investi Maiden Square se revendiquer eux-mêmes dans une forme de résistance et dans une forme d'iconographie qu'ils ont inventée quelque part. Mais si on regarde très souvent les conflits, ça se ressemble. Récemment, j'ai vu à Hong Kong des choses différentes que j'avais pas vues avant. Une façon de manifester, de façon d'aller au conflit, et donc des images différentes. Mais si on photographie toujours les mêmes conflits de la même façon, on a les mêmes images. Et tout s'annule, au bout du compte. On n'a plus l'émotion, on n'a plus la prise de conscience, on n'a plus la réflexion qu'on doit avoir. Donc le pas de côté, c'est pas une prétention, c'est pas un truc de moi je suis différent, même si c'est la réalité. C'est une façon d'essayer de trouver une autre façon de raconter ce qu'on voit très souvent. Voilà, c'est un peu ça le pas de côté. Mais c'est physique, des fois. C'est simplement une façon d'être, une façon de parler aux gens même. Façon il y a dans ce film de Piala sur Van Gogh, il y a un passage qui est magnifique. Il y a un gamin qui vient voir Dutronc, qui joue le rôle de Van Gogh. Il lui dit, tu peux me faire mon portrait. Et le gamin est mongolien. Et le gars, Van Gogh dans le film, le regarde. Je vais vous toucher, vous n'avez pas peur. Il le prend comme ça, il le regarde comme ça. Vous voyez là je vous donne complètement. Là, je peux faire ce que je veux. Il est un peu gêné, mais c'est vrai. Donc cette distance-là, ce côté tactile, c'est un pas de côté. C'est une gestuelle. Et désolé. Et donc moi, je crois vachement à ces choses-là, des choses très simples, très, très charnelles, qui impliquent un rapport différent à l'autre et une façon différente de voir. Ouais, Je voudrais juste rebondir sur la première remarque que vous m'avez faite. Alors déjà, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui partent photographier des zones de guerre en se disant « Oh tiens, ça va être utilisé pour la recherche ». Non, je pense qu'ils y vont pour créer leur propre reportage photo. Et ensuite, en tant que photographe, je pense que de toute façon, effectivement, ça ne nous fera pas perdre notre façon de faire des photos, notre style ou notre... on prendra pas l'appareil photo et juste faire « Ah voilà, j'ai une preuve ». Ça, je crois pas que... Non, je crois pas. Moi, en tout cas, je ne fonctionnerais pas comme ça et j'ose faire quand même, je sais pas, une réaction. Juste, pardon, mais là, il faudrait quand même qu'on déborde pas trop. Oui, une dernière question, Martin ou... Non, c'était pas une question, c'était plus une remarque sur ce que vous avez proposé. Dans tout ce qui est destruction du patrimoine, on se sert beaucoup de milliers de photos, on fait la photogrammétrie, etc. Donc je pense que vous avez d'un côté du quantitatif qui peut essayer de reconstituer les événements. Mais ensuite, je pense que les témoins, comme la commission réconciliation en Afrique du Sud, où les gens, vous avez ça en tête. Oui, donc vous avez effectivement tout type de témoignages qui vont venir. Et là, on est dans du qualitatif. Donc je pense que les photojournalistes, quand ils prennent une photo, ils ont à côté, comme disait Wilfried, un contexte. Une image seule, elle est muette. On ne sait pas les causes et les conséquences. Et donc, d'un côté, le quantitatif peut reconstituer un contexte général, mais après, dans le qualitatif, le photojournaliste, il a quand même un statut particulier, parce que d'abord, c'est un œil exercé, c'est pas n'importe qui fait la photo. Il est allé, il a une démarche, et il sait où ce qu'il a fait à tel ou tel moment. Donc je pense qu'il y a une gradation,
et une utilisation qui devrait être différente parce que la qualité du témoignage n'est pas le même. Et je pense que dans ce que vous proposiez, il y a implicitement une utilisation dans certaines circonstances et avec une autorité qui doit être une autorité indépendante. C'est-à-dire que la Commission de réconciliation d'Afrique du Sud, elle ne donnait pas derrière des condamnations. Non, c'était le deal. Non, c'était le deal. Voilà. Justement, voilà. C'est important, je pense. On peut parler de ça, effectivement. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'apartheid. L'apartheid est tombé, Nelson Mandela a été élu président. Et il a dit, écoutez, maintenant nous avons besoin de créer une histoire commune parce que nous allons vivre ensemble. Et nous n'allons pas vivre séparés. Et il a dit, ok, il y a deux façons de faire. On peut faire un procès comme on fait normalement et effectivement, il y aura punition pour tout le monde parce que tous les camps ont fait des atrocités. Tous les camps. Donc il a dit, écoutez, finalement, ce qu'on va faire, c'est que tous ceux qui ont commis des atrocités vont s'exprimer en face des victimes et de leurs familles. Ils vont le dire qu'ils l'ont fait. Ils vont demander pardon. La famille l'accepte. Il n'y a pas de procès. On s'arrête là. Tout le monde vit ensemble. Et voilà. Ça, c'était le deal. Et effectivement, je pense que c'est là que le photojournalisme a deux rôles à jouer, en fait. Le photojournalisme, si on le prend dans le sens, effectivement, avec le droit pénal international, les condamnations qui seront faites dans le cadre du droit pénal international, et par exemple en ex-Yougoslavie, quand on a condamné Mladic, Milosevic et autres, en fait, ça participe à écrire l'histoire de l'ex-Yougoslavie, d'une part, la grande histoire, et en même temps, ça participe à écrire la petite histoire des victimes. C'est-à-dire que ce qu'ils ont vécu pendant la guerre a été reconnu pour le coup. Et le photojournalisme, si on le prend effectivement en tant que reportage photo, là, on a la qualité. Il est là pour témoigner directement. On le prend en pleine face quand on va dans Visa, voilà. Quand on le met dans la recherche scientifique et qu'on en tire des données qui permettent ensuite de produire des preuves ou des éléments de preuve qui pourront conduire à condamner des gens, on va être beaucoup plus dans la grande histoire, en fait. Et je crois que c'est ces deux types-là qu'il faut arriver à faire travailler ensemble dans le photojournalisme. Le travail individuel, tout est relatif individuel, parce que j'avoue, il faut imprimer les photos et tout ça, mais le travail vraiment de l'auteur qui va nous produire un reportage et le travail collectif de la mise en commun de toutes ces photos qui vont permettre ensuite... Voilà, la justice. Et effectivement, ce sont ces deux axes-là qu'il faut arriver à faire travailler ensemble. Je voulais juste ajouter une petite précision par rapport à ce que j'ai entendu au tout début sur votre question. Le photojournaliste, ou je peux dire aussi le photographe documentaire, parce que ça s'élargit, on fait partie d'une chose qui s'appelle la chaîne de l'information. C'est-à-dire qu'on est un point dans la chaîne. On est un peu des ouvriers de l'information, on est sur le terrain, mais jamais un photojournaliste a fait la mise en page ou a éditorialisé dans une revue son reportage. C'est d'autres personnes qui le font. De ce que j'entends de cette proposition, on va pas demander à un photojournaliste ou un photographe documentaire de changer sa pratique sur le terrain. Il va pas non plus se transformer en enseignant-chercheur ou en historien. Il va amener des données. C'est là où c'est intéressant, en fait. Mais ces données-là sont déjà dans la nature, dans le web, sont déjà consultables. Donc c'est juste une reconnaissance d'un travail, mais en rien, il va se transformer en historien. Et toute l'interprétation de ces données, cette mise en abîme, en écho, c'est d'autres personnes qui vont prendre le relais pour le faire. Préciser, madame, que dans le cas d'un auteur, c'était les mauvaises photos qui allaient être utilisées parce qu'elles étaient peut-être plus parlantes sur le conflit et ça dépassait le choix tout à fait respectable de l'auteur de dire mais moi j'ai pas envie que ces images circulent. J'ai envie que mes images circulent, ce sont celles-là, elles racontent ce que j'ai fait, basez-vous là-dessus. Et je pense que dans votre histoire, vous, c'est d'aller fouiller, chercher, la photo du tank là, elle est nulle, la photo, mais c'est pas moi. Non, alors pour le coup, c'est l'intelligence artificielle qui prend les données. Alors là, il n'y a pas de. Mais le résultat final ne sera pas du tout une série de photos. Ce sera. Non, je sais bien. Alors, on est bien d'accord. Non, mais parce que mais je peux comprendre totalement la réalité. Moi, si on me demandait, je réfléchirais à deux fois. Et pourtant, tous ceux qui j'ai demandé m'ont dit mais bien sûr, je les donnerai. Je trouve ça extrêmement. Voilà. Il y a une différence entre le dire et le faire, je pense. Je crois. Et puis ça dépend. Et puis sur la mémoire dont vous parliez, parce que des fois, il y a peut-être. Enfin bon.
Je vous propose de continuer ça parce qu'on a déjà pris pas mal de retard et pour éviter que ça décale trop cet après-midi, je crois qu'il y a il y a un buffet à la sortie, donc vous pouvez poursuivre ces discussions passionnantes en mangeant, en vous nourrissant aussi physiquement et physiologiquement.